Ce sera plus simple. Bonjour Daniel. Oui, ça marche, salut. Ça va? Ça va et toi? Ça va, merci. Attends, merci de nous rejoindre et de faire ce live avec moi et avec le public français et peut-être québécois, peut-être qu'il y a des followers à toi du Québec. Ben oui, sûrement, j'espère. Là, je sais qu'il y a déjà Bruno Meillard qui est avec nous, qui a supervisé les effets de temps de la brume. Je l'ai vu passer. Salut Bruno. Alors, le temps que tout le monde arrive, que Timothée aussi. Timothée qui s'est occupé dans la brume, qui s'est occupé du dressage des chiens. Oui, en fait. C'est vrai, tout à fait. Ouais, qui vient de se joindre aussi. Oui. On avait d'ailleurs discuté à l'époque, je me souviens, on avait échangé 2-3 mots avec Timothée, je m'en rappelle, oui. Très sympa et très beau boulot aussi qu'il a fait avec ce chien. Ouais, non, parce que... Salut Bruno. Il avait fait aussi, je crois, un film avec François Cluzet. Il avait dressé le chien dans un film avec François Cluzet qui s'appelle... je sais plus comment il s'appelle le film. Je crois il avait fait ça. Ah oui, c'est vrai. Non, mais c'est parce que ça me rappelle que Bruno ça avait été toute une question par rapport à l'idée de créer un chien en effet numérique, tu vois, en 3D, ou d'avoir des vrais chiens. Et puis moi, j'étais quand même assez sceptique qu'un dresseur de chien arrive à faire au chien ce qu'on avait besoin surtout dans le plan séquence. Et puis Timothée m'avait vraiment surpris, sérieusement. Ces chiens sont vraiment extraordinaires. C'est un top. Tout à fait. C'est probablement le meilleur que j'ai vu. Alors avant de commencer à parler de ta filmographie, le temps que tout le monde arrive, je voulais savoir comment se passe ton confinement à Montréal. Ça, t'es à Montréal en ce moment. Ouais. Ben écoute, ça se passe assez facilement en fait parce que quand même j'ai la chance de pas être en préparation ou en tournage ou tu vois dans une période qui aurait pu être perturbée de façon un peu plus violente par la situation. Moi, tu vois, j'étais supposé être en promotion et pour la sortie de mon prochain film qui est en anglais, qui s'appelle Target Number One, qui devait sortir le 24 avril et qui a été repoussé à la fin de l'été. Donc, dans le fond, j'étais supposé faire un peu des interviews comme je fais avec toi, faire un peu de médias, un peu de promo, et puis il devait avoir la première canadienne à Montréal et à Toronto. Tout ça a été cancellé. Et donc, sinon, en parallèle, je suis en développement sur des nouveaux projets. Donc, je suis en co-écriture sur certains projets et puis je donne des notes sur des scénarios, j'ai des trucs à lire. Donc, dans le fond, j'aurais été chez moi en train de travailler sur mon ordinateur de toute façon. Donc, pour moi, ça change pas trop. Je suis assez chanceux d'avoir été dans cette période-là au niveau professionnel pendant le confinement. Et comment au Canada vous vivez le confinement par rapport à la France, par exemple, c'est pareil ou C'est pareil, c'est assez strict et dans le fond les premières consignes ont été de rester chez soi en général, tout a fermé au début de façon assez catégorique et dès qu'ils ont fermé les écoles, tout a fermé. Donc, je crois que c'est pas mal la même situation. Et là, tout à coup, on arrive à la même étape que vous. Dans le fond, c'est le questionnement sur le déconfinement. Donc, parce qu'on suit les nouvelles de la France, on les a à tous les jours. On a quand même, parce que c'est drôle, on est pas mal en parallèle. Et puis, je sais qu'ici, on avait beaucoup observé ce qui s'était passé en Italie et en France, parce que vous étiez peut-être une semaine ou deux avant nous, en termes d'éclosion et tout ça. Donc, c'est sûr qu'on a beaucoup observé ce qui se passait chez vous. Pour en prendre exemple ou non, tu vois, et se baser un peu sur ce que vous faites. Donc, c'est sûr qu'ici, ils observent beaucoup et on a les nouvelles de comment ça se passe. Et en plus, moi, j'étais supposé d'être à Paris, tu vois, je crois que c'était fin mars ou mi-mars, au moment où ils ont peut-être une semaine avant le confinement officiel ici, où ils ont commencé à fermer un peu les frontières, les vols, c'était plus sûr, les voyages. Moi, je devais partir le vendredi et la veille, le jeudi soir, le gouvernement ici a demandé aux gens qui allaient voyager vers l'Europe
de ne pas y aller si c'est pas absolument essentiel. Et j'ai cancellé mon voyage la journée même de mon vol, en fait. Donc, c'était pour un tournage que tu devais aller à Paris? Non, je devais venir pour faire des meetings pour un projet que je fais avec la boîte de production Troisième Œil sur l'adaptation des romans graphiques Bog de Enki Bilal en série télé. Et puis, je suis là-dessus depuis l'automne. Et puis, j'étais déjà venu 2 fois pour faire des meetings. Et puis là, j'allais revenir une autre semaine pour ça. Donc, on a fait des Skype. Alors, c'est ça parce que j'ai parlé avec Bruno. Il me disait que tu étais sur un projet qui s'appelait justement Bilal, etc. Et qu'il me demandait si tu avais quelque chose pour lui. Il aimerait travailler avec toi. Bruno, tu m'appelles. Du coup, j'en profite. Appelle-moi. Alors, je te propose qu'on commence de parler de ta filmographie. Okay. D'accord. Qui est assez riche. Alors, juste avant d'en parler, j'ai remarqué que tu avais une filmographie quand même assez variée. Tu as réalisé aussi bien un film de vampire qu'un biopic, qu'un post-apocalyptique. Tu aimes cette diversité qui, j'imagine, te permet de pas te renfermer dans un seul genre, dans une seule case? Ouais, j'aime assez me promener, je trouve un peu comme des cinéastes comme Steven Soderbergh, par exemple, que j'aime beaucoup. L'idée de trouver un peu les thématiques qui te parlent dans différents projets sans catégoriser un genre en particulier qui deviendrait comme ma spécialité, si on veut. C'est vrai que j'étais quand même attiré, je suis un grand fan de films de science-fiction et de films de genre en général depuis mon adolescence, mais et donc c'est sûr que j'ai une attirance vers ce genre de projet, mais comme par exemple après mon premier film qui était un film un peu, comme tu dis, un film de vampire, un peu suspense, horreur, basé sur un roman. J'ai l'impression que quand tu commences avec ce genre de projet, souvent les gens s'attendent à ce que tu deviennes un réalisateur de films d'horreur, en fait, que ça devienne un peu... parce que c'est une niche un peu, tu vois, il y a des cinéastes qui en font leur spécialité, qui sont reconnus pour ça. C'est juste que moi, tu vois, après, quand on m'a proposé de travailler sur Funky Town, qui est un peu un genre de Boogie Nights, si on veut, ou Casino, ou ce genre de film à point de vue multiple sur une époque et surtout sur le truc du disco. Ça n'avait rien à voir avec le genre de mon premier film, mais de trouver des thématiques et un sujet qui me touche finalement, j'ai trouvé ça hyper agréable. Et puis dans le fond, c'est d'apprendre à raconter des dramatiques, tu vois, et donc c'est quelque chose qui m'a assez plu pour ensuite aller vers un autre genre de biopic un peu plus biopic historique, success story, tout ça qui est encore complètement un autre truc. Donc en autant que je trouve à l'intérieur du projet une thématique ou quelque chose que moi j'ai à dire sur ce sujet, j'ai pas de problème à passer 3 ans de ma vie là-dessus, parce que c'est un peu ça, hein, à un moment donné, c'est des choix qui affectent, parce on pourra pas faire 50 longs métrages dans notre vie, c'est long à mener les projets à terme et tout ça, donc c'est pas nécessairement de sauter d'un projet à l'autre pour une opportunité de faisabilité, c'est vraiment, il faut que, pour moi, jusqu'à présent, il a fallu que j'embarque dans les projets seulement quand je trouvais que j'y retrouvais une thématique qui me touche suffisamment pour que j'ai quelque chose à dire là-dessus ou que je sente que je suis la bonne personne pour raconter cette histoire-là. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai choisi mes projets. Ok. Alors, on va parler de 3 de tes films et le premier, c'est Funky Town, qui est un film sur le disco, du coup, entre autres, hein, et qui retrace le parcours et la descente aux enfers de Bastien Lavallée, présentateur vedette de cette époque. Vous vous êtes inspiré pour ça de l'histoire d'Alain Monpetit, je crois. Ouais. Est-ce que tu le regardais, l'écoutais à la télé et à la radio, enfant? Est-ce qu'il t'a inspiré? Oui, Alain Monpetit, je l'avais vu à la télé. C'est sûr que j'étais un peu jeune sur les débuts, par exemple, qui était plus autour de 1975, par exemple. Donc, moi, j'avais comme 5 ans à l'époque. Donc, mais je sais que je l'avais vu à la télé. Je l'ai vu plus tard dans sa carrière quand il était devenu un petit peu plus, un peu moins collé au disco et un peu plus devenu une espèce de présentateur général sur certaines émissions télé. Donc, je l'avais vu. Je savais c'était qui.
Mais c'est sûr que j'étais trop jeune dans ces belles années où il était un peu une genre de superstar du milieu du disco et c'était aussi un disc jockey très connu à la radio. Donc cette époque-là, je le connaissais moins. Mais oui, je connaissais le personnage et je connaissais l'autre aussi qui a inspiré Jonathan. Donc qui est inspiré de Coco Douglas Léopold. Qui était lui je l'avais vu plus quand même parce que lui il faisait beaucoup de chroniques un peu jet set à la télé comme invité spécial qui venait de parler de la mode et puis du jet set en général ou du Star System. Lui il a eu une carrière plus longue parce qu'évidemment Alain Monpetit est décédé quand même assez jeune comme dans le film. Tandis que Douglas Léopold, lui, avait été là plus longtemps, donc j'ai pu le voir plus. Donc, ces deux personnages-là qui ont été des vraies personnes, qui ont marqué un peu l'époque au Québec et surtout à Montréal, ont servi un peu de base pour le démarrage de ce projet-là. Mais je les connaissais un peu. Et est-ce que, pourquoi tu as choisi de créer un personnage fictif au lieu de faire un vrai biopic sur Alain Monpetit? Par exemple? Alors, c'est avec Steve Galluccio, le scénariste, qu'on a décidé de faire ça comme ça. C'était son idée à lui et j'étais assez d'accord. C'est que, dans le fond, l'histoire de la vie d'Alain Monpetit et de Douglas Léopold, leurs histoires étaient intéressantes, mais l'idée de Steve, c'était de faire un portrait de l'époque disco à Montréal, de l'émergence du disco et de prendre comme par exemple une période d'à peu près 5 ans et d'explorer comme un genre de tableau de cette époque. Et de le faire, c'est pour ça qu'il y avait à peu près 6 ou 7 personnages point de vue dans l'histoire. Donc, c'est quand même une espèce un peu à la Magnolia, là, tu vois, où on suit les histoires en parallèle. Et donc, son idée, c'était d'explorer un peu le milieu de la production de hits disco avec les One Hit Wonder et puis la grande popularité de la musique et la production de la musique avec les producteurs de disques et tout ça, les maisons d'édition de disques et les managers d'artistes. Et les boîtes de disco et bon, donc tout ça est ancré dans un Montréal qui explosait à quelque part et le Montréal bilingue aussi. Donc où là tu as les deux cultures qui se retrouvent dans les discothèques qui étaient en émergence et tout ça en parallèle avec ce qui se passait à la radio. Donc dans le fond, Steve avait envie de tirer un portrait général. Alors en allant piger dans ces deux histoires-là, pour les autres personnages, ce qu'on a fait, c'est qu'on a interviewé peut-être une 50aine de personnes qui avaient eu un impact et qui avaient vécu de façon intense, disons, cette période-là. Et on est allé à travers cette recherche. On s'est inspiré de, je dirais, 1001 histoires vraies en fait pour construire l'histoire de Funky Town. La plupart des choses qu'on raconte dans ce film se sont produites. Mais pas nécessairement aux personnes qu'on dit, ou tu vois, des fois, on a fait des amalgames de plusieurs personnes pour créer un nouveau personnage, pour tirer un portrait général qui a l'air vrai, sans nécessairement nommer tout le monde. Mais chaque personnage est inspiré de quelqu'un qui a véritablement existé. Donc, en faisant ça, sérieusement, ça nous a donné une possibilité d'avoir plus de liberté pour être peut-être un petit peu plus... pour pas trop s'égarer, tu vois, dans les détails de la véritable vie de ces personnes et aller à l'essentiel pour faire l'espèce de fresque qu'on a faite et qui donne un portrait peut-être un peu plus juste de l'époque sans être carrément dans la biographie précise où là, on aurait pu se faire critiquer pour dire non, mais c'est pas exactement comme ça que ça s'est produit. Ça laissait plus de liberté au niveau de l'écriture pour, je pense, peindre un portrait peut-être un peu plus concis en même temps, parce qu'on faisait pas une télésérie, tu vois, un 13 heures ou un truc comme ça. On faisait quand même un film long là qui dépasse un peu 2 heures, mais vu les quantités de personnages parallèles, en faisant ça, on a pu dépeindre un peu un portrait de ce qui nous semblait important par rapport à l'époque. Alors, tu parlais de deux cultures qui se rejoignent dans le film. Moi, ça m'a assez dérouté, justement, le fait qu'on passe de la langue québécoise à la langue anglaise assez comme un ping-pong, finalement. Ouais. Et ça, on le retrouve aussi dans tes autres films, dans Louis Cyr aussi, par exemple. Pourquoi ce choix de mélanger les deux langues comme ça?
Parce que c'est un véritable reflet de la réalité, en fait. C'est que, mais par contre, ça dépend de quelle histoire, à quoi tu t'intéresses. Parce que si tu vas raconter une histoire qui se passe un petit peu plus à l'extérieur de la ville de Montréal, tu vois, les gens parlent pratiquement uniquement en français. C'est juste que à Montréal, au centre-ville en particulier, et surtout dans les années 70, sérieusement, à l'ouest de la rue Saint-Laurent, pour ceux qui connaissent Montréal, ça parlait surtout en anglais. Et à l'est de la rue Saint-Laurent, ça parlait surtout en français. Donc, l'île est un peu séparée en deux. L'ouest est anglophone, l'est est anglophone, et ça se mélange un peu dans le milieu. Et je trouve que c'était agréable, par exemple, surtout Steve Galluccio a amené un peu ça aussi, parce que il a créé des personnages italo-québécois qui ont tendance à s'exprimer plus en anglais et donc t'as les Italiens qui parlent anglais mais qui se parlent italien entre eux, comme lui il va parler à sa mère, tu vois, et ils vont se parler plus en anglais entre eux, mais il y en a plusieurs qui sont bilingues. Donc ce qui est intéressant, c'est que par exemple quelqu'un comme Alain Monpetit, c'est tout vrai. Il pouvait animer à la radio en anglais, animer à la télé en français, s'exprimer. Et lui, c'était un francophone, Alain Monpetit. Il était marié à une Américaine. Donc ce qu'on a fait dans le film, c'est vrai. C'est un vrai couple, tu vois, multiculturel où les deux langues se mélangent et c'est très, très représentatif de ce à quoi le centre-ville de Montréal ressemblait à l'époque. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça qu'on fait pas souvent, en fait, dans le cinéma québécois. C'est que souvent, ici, on va séparer aussi dans les films les deux cultures. T'as le cinéma anglophone canadien et t'as le cinéma francophone. Et les deux cinémas ne se parlent pas en général. Là, je trouvais ça intéressant de montrer quelque chose qui est un peu plus proche de la réalité, d'une certaine réalité. Parce que on n'en parle pas souvent. Et je trouvais que c'était une belle opportunité de le faire, en fait. Dans Louis Cyr, on le fait aussi parce que on recule encore plus loin dans le passé. On pourra en parler après, mais tu vois, ça se passe dans les années 1800 où là, les anglophones avaient vraiment un pouvoir sur les francophones au Québec. Et c'était un véritable sujet, quand même, politique, encore plus présent, je pense, qu'à la fin des années 70, où ça avait un impact fort sur les francophones. Donc, et le fait que Louis Cyr, lui, était parti aux États-Unis, il est allé à Londres. Moi, c'est important que le réalisme tu vois, qu'on fasse pas parler en français, tu vois, sinon on aurait fait tout le film en anglais. Je veux dire, de conserver la véritable langue de là où ça se produit, d'y aller avec des sous-titres. Je trouvais que c'était plus fort. Fait que voilà, c'est comme ça que ça s'est produit. Alors, pour rester dans la langue, il y a un petit détail qui m'a interpellé dans Funky Town, c'est lorsque l'Office de la langue française demande au club Starlight de changer le nom ou en français ou de rajouter le devant Starlight. Je voulais savoir si cette histoire d'Office de la langue française était vraie ou je sais pas trop comment ça se passe au Québec, s'il y a vraiment un office comme ça. Encore aujourd'hui. Bien sûr. Encore aujourd'hui, oui. Oui, parce que à travers une loi qui s'appelle la loi 101, qui est une loi qui réglemente l'utilisation de l'anglais au Québec, le réglemente aussi au niveau de l'affichage. Donc ça le réglemente même, par exemple, dans les industries, le français est obligatoire au niveau du travail. Il y a un paquet de trucs, même au niveau de l'éducation, par exemple. On peut pas aller étudier à une école primaire en anglais au Québec juste parce qu'on décide d'aller étudier en anglais. C'est interdit par le gouvernement, en fait, à moins d'avoir une famille qui était à l'origine anglophone et qui a étudié en anglais avant. Il y a un paquet de règles comme ça qui ont été établies justement au début des années 70 pour protéger l'existence du français au Québec, pour s'assurer que le français n'allait pas disparaître sur une période de, je sais pas moi, 20-30 ans, par exemple. Comme ça s'est produit en Louisiane, tu vois, si on veut, dans le sud des États-Unis, tu vois, au fil des générations, le français cajun du sud des États-Unis s'est mis à rétrécir et à disparaître tranquillement. Et aujourd'hui, les jeunes de 15 ans d'aujourd'hui ne parlent plus français. Mais les gens qui ont, par exemple, 50, 60 ans parlent français. Mais dans une génération, ça va être fini, tu vois. Donc, au Québec, pour éviter ça, il y a eu cette loi. Et donc, c'est vrai que dans les années 70, l'application de l'affichage, ça avait un impact sur les enseignes extérieures et c'est un peu comique comment ça a été fait dans le film, là, mais parce que parfois ça devient un peu absurde parce que oui, j'ai trouvé ça marrant, moi. Et surtout parce que du point de vue de la France, peut-être souvent il y a des mots, surtout des marques
de les faire avec un mot en anglais mais dit à la française, c'est comme cool un peu quand même. Comme dire le Starlight, tu vois. Ouais. C'est bon, cool, ouais, c'est comme plus cool, tu vois. Tandis qu'au Québec, ben il y avait quand même un souci de dire non, il faut traduire les choses. Donc c'est vrai que ça pouvait mener à des scènes un peu cocasses comme ce qu'on a fait dans le film. Où je trouvais ça assez drôle quand même. Et c'est pour ça que vous traduisez tous les noms de films américains comme Fast and Furious. Exact. C'est de là que ça vient. C'est vrai qu'en France, on en rigole parfois beaucoup quand on voit les affiches de films au Québec. Ça nous fait beaucoup rire ici. Ouais. Dis donc, toi, t'as vu Funky Town avec le lien que je t'ai envoyé, mais le film n'est pas disponible en France. Ouais, OK. Oui. J'ai trouvé nulle part, ni en DVD, ni... Ouais. C'est un peu triste parce que Funky Town est un film qui, moi, m'a ouvert beaucoup de portes en France parce que c'est grâce à Funky Town que j'ai été invité à travailler sur Versailles et même sur Dans la brume. Je sais que Funky Town est un film qui, en général, fonctionne assez bien en France. Je l'avais présenté au Cinéma du Québec à Paris à l'époque. Donc, j'étais venu le présenter. Et je sais que le film... je sais pas, j'ai eu beaucoup de bons commentaires de la part de Français sur Funky Town. Donc, je trouve ça un peu triste que le film n'a jamais été distribué en France, tristement. Ouais. J'ai beaucoup aimé. J'ai même dansé sur les musiques que je connaissais. Bon, à la fin, j'ai moins rigolé quand même parce qu'on tend plus vers le drame. Mais au début du film, j'étais à fond dedans. Je me suis dit c'est cool, j'ai passé un bon moment. Et à la fin, j'ai quand même bien pleuré quand même. Je me suis dit c'est un rise and fall. Hein. C'est un rise and fall comme on dit. Hein. Donc c'est tout à fait à l'image de l'époque disco. Hein. Qui était euphorique jusqu'à ce que ça devienne un peu un crash monumental. Même au niveau de l'utilisation des drogues, l'ouverture sur le sexe et l'avènement du sida dans les années 80. Il y a eu des wake-up calls très, très violents à la fin de l'époque disco. Donc, c'est vrai que c'était quand même très à l'image de comment ça s'est produit. Justement, c'est ma prochaine question. Il y a beaucoup de références politiques et sociales dans Funky Town. L'histoire autour du personnage de Tino m'a beaucoup ému. C'était important aussi pour vous de dénoncer l'homophobie de cette époque et de notre époque aussi également à travers ce film? C'était surtout important pour Steve Galluccio. C'est lui qui a inventé ces personnages et lui, il a vécu... lui étant un homme gay lui-même et qui a vécu cette époque et qui a vécu et qui est italien, donc il a lui-même vécu carrément un peu le point de vue de Tino. Et donc, moi, je trouvais que quand il m'a livré la première version du scénario, parce que lui, il a pris toutes les recherches que moi j'ai faites, il est parti de son côté, il a fait un premier draft qui était comme 175 pages et qui était gigantesque avec 8 points de vue. Et je trouvais que dans tous les storylines qu'il avait inventés, le seul qui provenait pas de mes recherches, c'est le point de vue de Tino, et c'était plutôt inspiré de sa propre vie ou de ce que lui a observé dans son entourage. C'est pas lui-même, mais je veux dire de ce qu'il connaissait par rapport à, si on veut, l'émergence de la culture gay à travers le disco, parce que quand même, tu vois, le Starlight est inspiré, le club, là où l'action se passe, est inspiré du Limelight, qui est un vrai club. On a tourné dans le vrai club, d'ailleurs, là, le vrai endroit où c'était dans les années 70, et c'est les gays qui avaient démarré ce club et qui avaient démarré l'avènement du disco à Montréal. Donc c'est sûr tu peux pas vraiment faire abstraction de la culture gay quand tu vas parler du disco chic dans Saturday Night Fever, ça a pas l'air, mais regarde les costumes comme il faut, tu vas voir voir un peu d'où vient l'inspiration de ce genre et donc la culture gay était très 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 présente. Donc Steve a amené ça dans l'histoire et il l'a fait passer à travers un jeune Italien qui a de la difficulté à se l'avouer à lui-même à quelque part et donc moi je trouvais que ce storyline était probablement celui qui était le mieux construit dans son scénario. Donc, ça, évidemment, c'est resté et puis c'est devenu quand même une des histoires importantes du film. D'accord. Alors, on va passer maintenant à Louis Cyr, ton troisième long métrage, si mes souvenirs sont bons. Ouais. Alors, qu'est-ce qui t'a inspiré dans l'histoire de Louis Cyr au point de réaliser un biopic sur cet homme qui, je le rappelle, est une figure emblématique au Québec?
Alors, Louis Cyr, et c'est un autre film ça m'attriste un peu que le film soit pas disponible en France non plus. Je l'ai présenté aussi à Paris déjà, et Louis Cyr avait suscité beaucoup de très bons commentaires parce que c'est quand même une grosse part de l'histoire canadienne-française. Moi, j'ai été intéressé par le projet parce que je crois que c'est en 2007-2008. Il y a eu une grosse biographie très fouillée qui est sortie au Québec sur Louis Cyr. Il y avait pas grand-chose avant. C'est-à-dire que Louis Cyr est quand même une figure emblématique très connue au Québec parce qu'il y a des statues un peu... on peut voir à Montréal, dans Saint-Henri, il y a une grosse statue de Louis Cyr. Et puis à Saint-Jean-de-Mata, quand tu vas dans ce petit village de campagne, il y a un musée. Et donc, dans la culture, dans le folklore québécois, le personnage de Louis Cyr existe. Et les gens plus âgés savent très bien c'est qui. Les plus jeunes en ont peut-être entendu parler un peu, savent que c'est un homme fort, mais c'est pas un peu vague. Et c'était mon cas d'ailleurs. Je savais que c'était un homme fort et c'est à peu près tout ce que je savais de lui. C'est juste que quand la grosse biographie est sortie, moi, il y a un ami à moi qui m'a dit, il faut que tu lises ça et je pense qu'il y aurait un film à faire avec ça. Et j'ai lu la biographie et j'ai appris vraiment beaucoup de choses très intéressantes de mon point de vue par rapport à le fait que non seulement Louis Cyr était une des premières véritables célébrités canadiennes-françaises mondialement, en fait, reconnue mondialement, un des pionniers du sport et qui a créé des records mondiaux dont plusieurs n'ont pas été battus à ce jour. Donc, un paquet d'éléments intéressants. Mais pour moi, il y avait un élément dont je ne me doutais pas et qui était pour moi quelque chose de très fort, c'est que Louis Cyr provenait d'une famille pauvre, évidemment, comme tous les Canadiens français avaient des difficultés. À l'époque, c'était le cheap labor de l'époque et donc les Anglais exploitaient les Français et c'était des conditions de vie, soit des cultivateurs ou des gens qui travaillaient dans des usines et qui étaient exploités. C'était des grandes familles à cause de la religion, donc les familles étaient très nombreuses qui avaient des difficultés d'argent très marqué. Donc, venant d'une famille pauvre, comme toutes les autres, Louis Cyr avait un don en particulier et quand il a décidé d'utiliser son don pour faire des spectacles et faire des compétitions de force, c'est juste que Louis Cyr, à travers sa vie, j'ai découvert il a appris à devenir un entrepreneur, en fait. Et il a appris à exploiter lui-même son propre don pour lui-même et non de le vendre à quelqu'un d'autre qui allait tirer profit de son travail. Et pour moi, c'est un des premiers véritables entrepreneurs canadiens français qui avait comme mission même de faire comprendre à ses compatriotes canadiens français que nous avions une valeur et de miser sur eux-mêmes. Et même lui-même, il y a de ces numéros qui étaient beaucoup demandés. Et lui, il les faisait et il tenait à ce que, par exemple, quand il allait à l'étranger, il tenait à avoir la ceinture marquée Canada sur son truc, de toujours, pour donner l'impression aux Canadiens français, comme on les appelait à l'époque, parce qu'on les appelait pas les Québécois, qu'ils pouvaient être les meilleurs dans quelque chose. Et lui-même, en prenant, si on veut, le lead professionnel de sa vie, en devenant lui-même un producteur de ses spectacles et créateur d'un cirque et est devenu producteur, donc entrepreneur, il est devenu un des hommes les plus riches au Canada dans sa vie. Et ça, pour moi, c'était l'élément principal qui était important de raconter aux futures générations. C'est comme un peu la genèse du premier véritable entrepreneur à succès canadien-français de notre histoire. Et je trouve que c'est un message qui est important de livrer aux nouvelles générations. Parce que aujourd'hui, les Québécois francophones ont pris leur place, tu vois, comme entrepreneurs au Québec. Mais ça a été, c'est quand même relativement récent dans notre histoire. Parce que je trouve que dans les années 80, par exemple, même, c'est parce que nous, dans l'histoire de Louis Cyr, on parle de 1890. Il y avait personne, là, c'était lui. Même en 1980, c'est l'émergence des grands entrepreneurs québécois francophones. Aujourd'hui, c'est un mélange, là, on est partout. Mais ça a pris du temps dans notre histoire avant qu'on prenne cette place. Donc, moi, je trouvais ça important. C'est une des raisons pourquoi j'ai eu envie de faire ce film-là. Alors, quelles sont justement les difficultés lorsqu'on réalise un biopic de cette ampleur d'un point de vue scénaristique? Comment on condense une histoire de plusieurs décennies en 2 heures?
Alors là, Sylvain Guy, le scénariste, avait lui-même pris, parce que eux, ils avaient fait un projet de faire une télésérie, je crois, de 10 fois 1 heure pour raconter la vie de Louis Cyr, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'événements, évidemment, il y a beaucoup de périodes de sa vie. Ça avait été difficile à financer à cause de l'époque. Faire une série d'époque avec les reconstitutions, les décors, les costumes, tout ça, c'est très cher l'épisode. Et on est arrivé à une étape, il y a peut-être une dizaine ou une quinzaine d'années, où le gouvernement ici, qui finance beaucoup, et les networks, les stations télé, ont diminué les budgets de la fiction en télé. Donc, c'est devenu très difficile de reproduire de l'époque dans une série télé. Et le projet s'est mis à être tabletté. Je sais qu'ils avaient écrit une dizaine d'épisodes. Et là, moi, quand je suis rentré dans le projet, Christian Larouche, le producteur qui possédait les droits sur le scénario, avait fait écrire un scénario comme condensé, en fait, pour en faire un film de 2 heures, qui est plus facile en termes budgétaires là, de financer. Et c'est ça qu'ils m'ont fait lire. Et là, ce qu'on a fait, c'est que c'était bien fait. Ce que Sylvain avait fait était bien, c'est qu'il a synthétiser une dramatique, en fait. Plutôt que, c'est pas seulement raconter toute sa vie, en fait, c'est de trouver l'histoire derrière l'histoire. Donc, une fois qu'il a trouvé l'histoire derrière l'histoire, tu vois, c'est dans Louis Cyr, c'est que dans le fond, il prend possession, il devient l'homme il prend possession de son don, il va le posséder, il va le vendre, il va en être propriétaire, il va gravir les échelons sociaux et il va bien se positionner financièrement, mais son manque d'éducation est quelque chose qu'il n'arrivera pas vraiment à surmonter, le fait qu'il n'ait pas... Et donc, la séparation des classes, c'est pas seulement l'argent qui le détermine, c'est aussi l'éducation. Et tout à coup, c'est devenu une honte pour lui. Et ça, c'était le fil directeur à quelque part de comment Sylvain avait construit le scénario. C'est sur cette difficulté que Louis Cyr n'arrivait pas à surmonter dans sa vie. Parce que dans le fond, lui, il a cherché, c'est un mec qui avait battu tous les records, il a des succès énormes. Donc lui, il a cherché quel était le plus grand défi de sa vie, quel était l'obstacle qu'il avait de la difficulté à franchir, et il a comme centré l'histoire là-dessus. Et c'est comme ça qu'il a réussi à synthétiser dans un long métrage. Parce que faire une biographie, c'est pas raconter l'histoire de la vie de quelqu'un, c'est raconter un défi. Il faut focuser sur un truc en particulier. Tout le reste devient un peu une toile de fond. On peut rajouter un paquet d'anecdotes, tu vois ce que je veux dire, pour bonifier, pour raconter des segments de la vie, mais comment on construit le squelette de l'histoire à raconter, il faut que ce soit basé sur un dilemme et un obstacle et une envie de ce personnage qui est simple. Et c'est le seul truc qu'on raconte vraiment, en fait, tu vois, dans le film. C'est comme ça qu'on arrive à ramener ça à une histoire qui tient dans 2 heures, en fait. Longue réponse pour une question simple. Non, mais justement, c'est super passionnant, au contraire, de savoir comment on construit un biopic. C'est passionnant. Il y en a eu beaucoup, et justement, c'est intéressant de savoir comment on choisit. Justement, tu parlais de défis. Bah voilà, c'est comment on construit un squelette pour un biopic. C'est super intéressant. Et justement, moi, je voulais savoir si il y avait s'il existait des descendants de Louis Cyr, et si oui, s'ils ont vu le film, et qu'est-ce qu'ils ont pensé de cette retranscription. Non, ils sont les descendants de Louis Cyr, c'est nébuleux qui reste, c'est très très lointain parce que lui, il a eu seulement que sa fille. Donc parce qu'ils n'arrivaient pas à avoir d'autres enfants, donc ils ont eu une fille et c'est tout, hein, parce qu'à l'époque tout le monde avait 12 enfants, donc non, on n'a pas eu aucun parce que la descendance est comme inexistante. C'est trop loin dans la lignée pour avoir un véritable impact. Par contre, nous, ce qu'on a eu, c'est surtout du feedback, par exemple, du biographe qui avait fait des recherches monumentales, tu vois, et très poussées, et qui a adoré le film, et aussi les gens de Saint-Jean-de-Matha, donc là où il y a le musée, tout ça, ils étaient très très fiers du film, et même le film leur a donné beaucoup de souffle en fait à tout ce qu'ils font, et puis ça a donné comme une nouvelle vie aux personnages. Donc, parce que le film a été quand même un très gros succès box-office au Québec. C'était le plus gros box-office des 5 années précédentes. Et c'est comme si tout le monde était allé voir le film, en fait. Donc voilà.
Alors, les acteurs Antoine Bertrand et Guillaume Cyr sont impressionnants dans le film. Est-ce qu'ils ont suivi des entraînements physiques en amont pour interpréter les rôles de Louis Cyr et de Horace Barré? Oui, parce que pour ceux qui suivent, vous pouvez aller sur Google, aller voir un peu, taper Louis Cyr, aller voir les images, aller voir des vraies images de ce à quoi il ressemblait. Donc, c'est sûr qu'Antoine, il avait déjà quand même, lui, il a une force de base. Tu vois, il mesure 6 pieds, 6 pieds 2, comme quelque chose comme ça. Il pesait 300 quelques livres, ça veut dire comme 150 kilos, quelque chose comme ça à l'époque. Et donc Antoine, il est déjà le gabarit. C'est juste que il manquait de masse musculaire. Donc il s'est entraîné pendant 9 mois avant le film. Entraînement, diète sévère, tout ça. Pour modifier sa forme, pour rapprocher du look du vrai Louis Cyr. Guillaume aussi. Guillaume a fait un peu moins, a peut-être fait 4 mois d'entraînement avant pour Horace Barré, mais Antoine, il a fait une très, très longue période. Moi, je voulais que ce soit un an d'avance. Parce qu'une transformation pareille pour arriver... Parce que dans le fond, il y avait personne d'autre. On a auditionné des gens pour faire des hommes forts dans le film. Tu vois, c'est difficile. C'est difficile de trouver un acteur qui est, en commençant par le look, tu vois, et d'essayer de trouver dans quelqu'un à qui pourrait ressembler, qui aurait suffisamment de talent pour livrer la dramatique. Antoine Bertrand, c'est déjà une énorme vedette au Québec. Vous le connaissez en France maintenant, parce qu'il a joué dans quelques films français, avec Omar Sy, entre autres, dans Demain tout commence et tout ça. Donc Antoine commence à être connu en France. Mais ici, il est très connu, c'est une vedette. Mais il a joué au théâtre beaucoup aussi et il est hyper talentueux. Et donc il est très charismatique. Et donc il y avait personne d'autre pour jouer Louis Cyr. Il fallait transformer Antoine en Louis Cyr plutôt que de trouver un Louis Cyr et de lui enseigner à jouer comme Antoine. C'est impossible. Donc il a fallu faire un entraînement très sévère. Alors justement, comment ont été tournées les scènes où Louis Cyr soulève des énormes poids ou des objets en tout genre? Est-ce que, notamment, il y en a une qui est impressionnante, c'est celle où il soulève plusieurs personnes debout sur une planche à la force de son dos. Comment elles sont tournées ces scènes-là? J'imagine que c'est des personnes en numérique qui sont rajoutées en post-prod. Ouais, Bruno qui écoute, tu connais déjà tous les secrets de comment faire ce genre de trucage. Il y avait beaucoup de trucage pour les tours de force, pour soulever. C'est sûr que il a fallu soulever la plaque avec personne dessus. Et puis après, rajouter la plaque avec tout le monde dessus en post-prod, parce que évidemment. Mais Antoine pouvait lever beaucoup, hein, même en entraînement, c'est-à-dire qu'on le soulevait pas avec rien. On a mis du poids pour qu'il force et que tout le travail soit fait. Parce qu'Antoine, il avait levé pratiquement 500 kilos en entraînement parce qu'il voulait. On a reconstruit aussi parce que ces tours de force sont faits avec des équipements que lui avait lui-même inventés. Donc les espèces de chevalets avec la grosse plateforme qui pouvait mettre les gens debout dessus. Et il avait une espèce de petit tabouret sur lequel on a trouvé des dessins de tout ça. Donc on a reproduit les équipements de l'époque et pour créer les bonnes dimensions, on les a testés avec Antoine. Et quand on les a testés, on a mis du poids sur la plateforme pour voir. Et donc il a soulevé des grandes charges parce qu'Antoine il est fort. Quand il était jeune, il faisait des trucs, il pouvait soulever une voiture et la bouger. Antoine, donc c'est comme par exemple au bras de fer. Là. Antoine, il a tiré au bras de fer tous les mecs forts du tournage un après l'autre. Il a toujours gagné parce que et donc c'était bien parce qu'Antoine il pouvait soulever des grosses charges. Mais évidemment, il fallait faire des effets de CGI. Donc, ça veut dire que c'est beaucoup de compositing. Donc, il y a des green screen là-dedans pour permettre de bouger des choses et de venir cacher, de venir ajouter des choses en post-prod. Comme par exemple les poids, quand il lève les poids. Mettons, si le poids, il marquait 250 livres dessus, nous, on faisait un poids de peut-être 80 livres.
qui était déjà, personne de l'équipe était capable de le soulever. Mais Antoine, ça le faisait vraiment forcer. Donc, parce que nous, on a testé d'avance ses limites à lui, qui étaient déjà des limites plus élevées que tout le monde, mais qui, évidemment, n'ont rien à voir avec le vrai Louis Cyr. Donc, dans le fond, les faux poids qu'on a fait, on les a fait au poids qui était la limite d'Antoine pour qu'il force vraiment. Donc, c'est un peu comme ça qu'on a travaillé. Le plus difficile des trucages était pas tant de la levée des poids et tout ça, c'était les chevaux. C'est les numéros avec les chevaux où il retient les chevaux et tout ça. Ça a été du gros travail. Comment pour conserver la sécurité de tout le monde, la sécurité des chevaux, pour pas que les chevaux se blessent, pour pas qu'Antoine soit blessé. Parce que quand il retient les chevaux, c'est vraiment lui au centre qui. Ouais. Donc ce qu'on a fait parfois on a fait ça en multicouche. Donc on a fait Antoine tout seul et après on a fait les chevaux de chaque côté tout seul et on a tout raccordé ça au montage après. Parce que et dans la façon de tourner aussi par des inserts et comme par exemple quand il fait avec 2 chevaux. Il y a eu vraiment beaucoup il y a 350 effets visuels dans Louis Cyr, mine de rien. Donc, quand les chevaux, pour les gens qui l'ont pas vu, vous pourrez peut-être aller voir le trailer, ou vous pouvez voir aussi sur Internet, chez Oblique, il y a un peu le making-of des effets visuels. Vous pouvez voir un peu comme quand on a les 2 chevaux qui tombent. À un moment donné, il retient 2 chevaux et puis il les fait tomber. Pour éviter les blessures, on a tourné en super high speed, donc en slow-mo, sur un ralenti extrême, à 1000 images secondes. Un cheval à la fois, ils ont été ajoutés, le 2e cheval a été ajouté, par exemple, en post-prod, ou par exemple, quand ils se cabrent comme ça, les chevaux sont en 3D. C'est plus les vrais chevaux. On a remplacé les vrais chevaux par des chevaux en 3D. Pour pas que les vrais chevaux, on les fasse lever et qu'ils tombent un sur l'autre et qu'il y ait des blessures, des trucs comme ça. Donc, il y a vraiment beaucoup d'effets, beaucoup de travail sur les numéros de Louis Cyr. Ah, c'est assez dingue parce que on le voit pas, le 3D sur les chevaux qui tombent. Ah non, impossible. Ça dans le petit vidéo là, après vous pouvez aller voir sur YouTube, ça se trouve là. On les voit les chevaux en 3D et tout ça et puis c'est vraiment très bien fait. Est-ce qu'on peut voir Funky Tone et Louis Cyr et même Peau Blanche sur une plateforme Netflix Canada ou Amazon? Au Canada, tous les films sont sur iTunes, donc il y a moyen de avec NordVPN, on peut trouver facilement de les acheter. Oui. Ici, oui. Ils sont pas sur Netflix parce qu'ils sont comme sur vidéo on demand, donc sur iTunes. C'est là qu'on trouve tous les films, ouais. Ok. Alors on va passer dans mon film préféré, Dans la brume. Je sais que maintenant tu dois le savoir à force. Alors là, t'as vu ma version là. Ouais, tout à fait. Est-ce que t'as réussi à trouver, parce que c'est pas facile de trouver ce qui est différent. C'est pas évident. Et d'ailleurs, je vais revoir la première version parce que j'ai pas eu le temps de voir la première version. Mais c'était pas évident. J'en ai repéré quelques-unes, mais c'est pas facile quand même. Ouais. C'est pas facile quand même. Mais je vais revoir la version qui est sortie en France et je verrai mieux. Je verrai mieux les différences. Alors je sais que les scénaristes de Dans la brume voulaient un réalisateur nord-américain pour ce projet. Toi, qu'est-ce qui t'a convaincu de l'accepter? C'est le scénario. C'est aussi le fait que ça venait de chez Quad. Donc, Nicolas Duval, je le connaissais déjà un peu parce qu'il avait lu un de mes scénarios. En fait, le scénario de mon film Target Number One qui va sortir là, Nicolas l'avait lu parce qu'il collaborait avec mon producteur canadien sur un autre projet et on cherchait des partenaires en Europe. Et je sais qu'il avait beaucoup aimé mon scénario. Il avait vu Funky Town et donc, dans le fond, je savais que Quad avait envie de trouver un projet pour qu'on travaille ensemble. Et c'est le premier projet, en fait, que Nicolas m'a envoyé. Il m'a appelé, puis il m'a dit, j'ai un truc, c'est un peu science-fiction, et puis je pense que tu serais bien pour faire ça. Donc, il me l'a envoyé. Et j'ai trouvé que le scénario était... moi, j'ai tout de suite beaucoup aimé
l'histoire de la petite fille qui était dans cette espèce de caisson à cause d'une maladie, elle est chez ses parents mais est en isolation. Je trouvais ça très original. J'étais comme ah ok c'est quoi? Et là après quand est arrivé comme le film Catastrophe et que à ma première lecture là, quand j'ai vu le film Catastrophe arriver et que j'ai vu c'était quoi la motivation. L'idée c'était de trouver de l'énergie pour faire fonctionner le caisson qui est submergé dans la fumée toxique jusqu'à ce que ça se disperse. Donc, dans le fond, c'est pour la survie de leur fille et que c'est de trouver comment réussir à conserver, à s'assurer que la machine n'arrête pas de fonctionner. Je trouvais que c'est un truc que j'avais jamais vu. Je trouvais ça suffisamment parce que c'est ce que je recherche aussi dans les nouveaux projets. Faut qu'il y ait quand même un petit truc nouveau pour pas simplement refaire un film qu'on a vu 1000 fois. Donc ça j'ai beaucoup aimé ça. Et après on m'avait parlé de peut-être Romain Duris pour le rôle principal et ça aussi ça m'avait beaucoup séduit parce que j'aime beaucoup Romain et puis je suis un grand fan surtout de Battre mon cœur s'est arrêté, qui est un de mes films dans mon top 10, je crois. Je trouve ce film extraordinaire depuis plusieurs années. Je l'ai vu plein de fois. Et donc, pour moi, travailler avec Romain, et puis là, tout à coup, et aussi de revenir à un film un peu plus proche de mon premier film, qui est un film de genre, et de revenir un peu de sortir un peu de la dramatique comme j'avais fait dans Funky Town et dans Louis Cyr et de revenir dans un truc un peu sci-fi ou un peu film de genre. Ça m'intéressait beaucoup. Et puis, je m'étais dit que Quad, qui produisait des super bons films aussi, aurait les moyens de faire bien les choses. Donc, tout ça mis ensemble fait que j'ai eu le goût d'embarquer. Alors, je trouve que les plans aériens de Paris dégagent une poésie incroyable et que la brume se marie parfaitement avec l'architecture haussmannienne. Alors toi qui habites Montréal, comment tu t'es approprié la ville de Paris pour le film? Bon, moi j'avais habité Paris quand même quand j'ai fait les 3 épisodes de Versailles. Donc j'avais habité quand même 8 ou 10 mois à Paris. Donc je connaissais déjà quand même pas mal la ville. J'avais déjà des endroits préférés, des trucs comme par exemple dans le film Dans la brume, on a mis Place des Victoires, qui est une place que je trouve esthétiquement vraiment forte et donc il y a des éléments qui étaient quand même cool pour moi de pouvoir amener du point de vue que moi j'ai de Paris. C'est sûr que je voulais pas amener un point de vue de touriste sur Paris, mais je voulais pas non plus sortir du centre-ville. Je voulais pas trop sortir de la ville. Je voulais garder ça dans les quartiers centraux de la ville. Et donc, mais c'était aussi dans l'intention des auteurs et de la production. Donc, on n'a pas eu de choc là-dessus. C'est-à-dire que moi, tout ce que je trouvais qui fonctionnait ou même sur les intérieurs, le type d'escalier à utiliser, le type de building dans lequel je voyais ça, c'était teinté évidemment de ce que mon expérience, de là où j'ai habité, des trucs que j'aimais ou que je trouvais beaux, ou que je trouvais typiques aussi de la ville de Paris qu'on retrouve pas ailleurs, par exemple. Donc, et les points de vue sur les toits et qu'est-ce qu'on voit et Montmartre et tout ça. Et bon, et donc très rapidement, j'ai trouvé que la prod et les scénaristes et même Romain aussi, tout le monde était d'accord en fait sur parce que moi tu vois, j'ai ratissé Paris, j'ai pris un paquet de photos partout et donc j'ai ramené beaucoup de mes idées sur ce qui me plaisait. Comme background pour l'histoire, pour raconter l'histoire. Et puis, en fait, tout le monde était assez d'accord que c'était très représentatif de la vie des Parisiens. Et puis, donc voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. J'ai trouvé que tout le monde s'entendait là-dessus et puis que c'était pas si compliqué en fait. Mais il fallait pas non plus. Moi, je trouvais que c'était important de pas aller dans par exemple, des architectures très à l'extérieur avec des looks qui sont pas haussmanniens, justement, et qui peuvent commencer ou d'aller dans quelque chose de moderne, ou d'aller parce qu'on est dans le futur, ou tout ça. J'aimais garder l'identité réelle de Paris qu'on voit tous les jours, et puis
et puis pour qu'on se sente et qu'on se questionne sur si ça arrive, tu vois, si ça arrivait maintenant, comment on réagirait, c'était ça qui est important. Mais comme par exemple aussi comme là où il y a la station de métro. Pour moi, c'est important qu'on voit vraiment bien l'architecture haussmannienne autour et puis que la station de métro soit typique avec un grand boulevard et donc ça avait été très difficile, par exemple, parce que ça, j'y tenais beaucoup à l'environnement autour de la station de métro pour pas qu'on ait l'impression qu'on est, je sais pas où, à l'extérieur de la ville ou même à la limite dans une autre ville de la France, tu vois. Je voulais qu'on ait l'air d'être au centre-ville de Paris. Donc j'ai insisté beaucoup. Je sais que la régie avait trouvé ça difficile parce que ça impliquait de fermer des rues, en plus dans le centre-ville et près d'un gros métro. Le métro Henri Métier qu'on a utilisé, c'est quand même il y a du monde, hein. Donc j'avais été très très heureux, par exemple, de la réaction de la ville de nous permettre de tourner dans un décor naturel qui était aussi représentatif, je trouvais, de Paris, par exemple. Ouais. Alors, je le disais, les plans aériens de Paris sont d'une beauté à couper le souffle, sans mauvais jeu de mots. À contrario, les plans sous la brume sont apocalyptiques avec cette photographie un peu jaunâtre qui crée cette atmosphère anxiogène. Ce contraste entre les plans aériens et les plans dans la brume, il était voulu dès le départ? Oui, ça faisait partie un peu de la recherche qu'on avait faite par rapport à quoi ça ressemble quand on est à l'intérieur de la fumée. J'avais sorti beaucoup de photos souvent en Asie, il y a des périodes de pollution extrême où il y a beaucoup de espèces de smog mélangé avec de la brume sur des grandes villes. Et j'avais sorti beaucoup de photos de ça, et puis on a exploré beaucoup sur des visuels qui pouvaient nous intéresser pour l'intérieur de la brume. Et ceux qui étaient les plus percutants dans ce qu'on avait trouvé, c'était ceux qui provenaient de feux de forêt. Souvent, les feux de forêt font justement une espèce de gros nuage de brume un peu jaune parce que à cause du feu, à cause que c'est dans le fond c'est de la fumée d'un feu, hein, tu vois, et puis c'est pas une brume comme une brume de petit matin où c'est blanc, c'est complètement blanc et ce qu'on se rendait compte c'est qu'une brume blanche dans notre subconscient c'est un peu inoffensif en fait, c'est vaporeux, c'est comme à la limite, c'est féerique, c'est agréable, ça peut te relaxer même, comme genre de look. Tandis que aussitôt que tu rajoutes un petit peu la couleur un peu jaune, on dirait que tout de suite, tu te poses la question, est-ce que cette fumée est bonne à respirer? Peut-être parce qu'on a vu des images je sais pas, les pompiers avec les masques quand ils sont quand ils combattent un feu et puis on voit que la fumée est un peu plus jaune. Et donc, très tôt, on s'est dit que la fumée pouvait pas être blanche. Par contre, au-dessus, on avait le goût que ce soit le soleil, que ça soit ensoleillé, que la ville soit, pour pas aussi qu'on ait comme un nuage au niveau de la ville quand on regarde du dessus et que quand on regarde en haut, on est dans un ciel couvert et que là, tout à coup, ça fait comme une couche de nuages et là, c'est sombre et là, en dessous, il y a une autre couche de nuages. C'est plus intéressant si on a un ciel dégagé avec un gros soleil qui tape sur une espèce de fumée qui est stagnante. Et donc, c'est comme ça qu'on a séparé le monde du dessus et le monde d'en dessous. D'ailleurs, c'est représentatif. Il y a Romain Duris, au bout d'un moment, qui touche la brume dans les escaliers. Et quand tu disais qu'on n'a pas l'impression que quand elle est blanche sur le dessus, il y a un danger, ben ça, quand il touche, on voit qu'il se dit mais pourquoi elle est toxique, quoi, parce que c'est juste une petite brume jolie, blanche, inoffensive presque. Donc cette scène, elle est assez représentative de ce que tu disais justement. Oui, parce que ça peut avoir l'air d'un petit nuage, tu vois, et en fait, t'as le goût de plonger dedans, tu vois, donc c'est plutôt l'inverse. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que plus tu descends, et donc quand il arrive au niveau de la rue, il y a toute l'épaisseur de la brume qui diffuse le soleil, et donc il y a comme une épaisseur là, qui crée une opacité, et puis donc c'est comme ça qu'on l'a réfléchi, pour que ça donne un côté un peu plus réaliste. Ok. Alors, je vais couper le live et le relancer parce que sur Instagram, on peut pas faire plus d'une heure de direct continu. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, si je te pose la prochaine question, ça va couper dedans. Donc, autant recommencer. Donc, je vais couper et et puis tu me rejoins et puis je te réinviterai. Ok. D'accord. Pour les autres, n'oubliez pas de revenir sur le live aussi. Et puis après, il y aura une séance questions. Si vous avez des questions à Daniel, on prendra 5 minutes pour y répondre. Je relance le live.
Ouais. Tac, me revoilà. Ouais, non, je préfère faire comme ça parce que des fois, je me fais surprendre. J'ai fait plusieurs lives et à chaque fois, je me fais surprendre. Je suis obligé de couper l'artiste. C'est vraiment pénible, quoi. Donc, alors, il nous reste 3 petites questions. La prochaine, c'est pour les scènes dans la brume. Il s'agit de vraies brumes et pour les scènes sur les toits, de la brume en 3D. Pour ces scènes en extérieur dans la brume, est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières sur le tournage? Donc, tu veux dire quand on est à l'intérieur de la brume? Voilà. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Ben oui, en fait, c'est une énorme difficulté. C'est que au premier test de fumée qu'on a fait, je me rappelle, on était chez Quad et il y a comme une espèce de terrasse. Comme un peu sur le toit du building, entre 2 buildings, il y a une petite terrasse là. Et là, ils ont fait venir un spécialiste de fumée là, de tournage, et puis il a sorti ses machines. Et là, il a lancé la fumée. Et après 8 secondes, toute la fumée est partie par le vent, tu vois. Et donc, après plusieurs meetings et discussions avec les gens des effets, on s'est rendu compte que c'était impossible de créer de la brume à l'extérieur dans une rue complète. Dans le fond, il aurait fallu caper la rue au complet avec une toile. Il aurait fallu créer une tente autour d'une rue, tu vois, pour éviter les mouvements d'air, pour éviter que toute fumée, même s'il mettait des tuyaux partout et qu'il en envoyait partout pour qu'elle devienne un peu stagnante, elle aurait jamais été stagnante parce qu'elle aurait bougé, elle aurait quitté et ça aurait créé des mouvements et ça fonctionnait pas en fait. Donc moi, ma première suggestion était de mettre une toile au-dessus d'une rue au complet et de les fermer au bout et de fermer une rue et de faire une tente autour d'une rue. Ça, c'était ma suggestion. Et on m'a dit qu'en France, personne n'accepterait de quitter son appartement et on pourrait pas vider une rue comme ça et les repositionner les gens pour faire un truc pareil. Donc, c'était beaucoup plus simple de reconstruire une rue en studio que de faire ma première idée. Moi, je croyais qu'on n'arriverait jamais et sérieusement, je te jure, de construire avec les budgets qu'on avait, de reconstruire des rues en studio, pas une rue, des rues. La dimension du studio, refaire tout le truc, c'était un énorme projet. Je sais qu'on peut remplir un studio avec de la fumée là, de tournage. On l'a fait souvent. À chaque fois qu'on tourne dans un studio, peu importe sa dimension, on le remplit au complet de fumée et puis c'est tout. Et puis ça reste. Sauf que là, donc la fumée ne devenait plus le problème. Ce qui devenait le problème, c'était construire les rues en studio. Donc, premièrement, on ne trouvait pas de studio suffisamment grand pour construire la dimension des rues dont on avait besoin pour le film. Donc, il a fallu aller voir un peu des hangars. Et on avait trouvé, il y a un des hangars qu'on avait trouvé qui était extraordinaire, qui était, je me rappelle plus c'était où, là, c'était là où il y a souvent des expositions agricoles et c'est fermé et c'est énorme et c'est comme à 1 heure de Paris, là. Et c'était gigantesque. Et il y avait pas de colonne. Il y a aucune colonne pour soutenir. C'est un immense building. Bruno se souviendrait c'est où, là. J'ai oublié le nom de la place. Mais c'était genre de truc de congrès, là, énorme. Et ça, c'était parfait, mais c'est évidemment pour le temps dont on en avait besoin pour tout construire. Et il aurait fallu réserver ça pendant 2 mois ou je sais pas trop quoi. Ça aurait coûté, c'était énorme. Ça aurait tué notre budget. Donc finalement, on a trouvé un endroit, une espèce de hangar qui est normalement destiné à conserver des voitures pour des concessionnaires de voitures. Donc c'est comme un genre d'énorme stationnement de voitures. Et donc, eux, ils ont accepté d'enlever les voitures et de nous laisser le hangar, mais il y avait plein de colonnes là-dedans. Donc il y a eu beaucoup d'étapes pour arriver. Maintenant, il a fallu comme redesigner les rues pour que ça rentre dans ce hangar-là qui était moins grand que l'autre. Et ensuite de ça, trouver une façon de le construire pour intégrer les colonnes, pour les camoufler dans le décor. Je vous dis, il y a même, à un moment donné, il y a une espèce de camion là sur la rue, blanc, il a fallu emboîter une des colonnes à l'intérieur du camion pour qu'elle disparaisse. Donc c'est plusieurs étapes de questionnement sur la hauteur du décor, à quelle hauteur on construit,
parce que c'est cher à construire tout le détail de la patine mais nous ce qu'on voit c'est que le premier étage on est proche donc ils vont toucher la porte, ils vont tout ça et doit être fait, mais le deuxième étage et après au-dessus, est-ce qu'on voit au-dessus? Est-ce que c'est pas assez haut le building? À quel étage on arrête? Et donc on a mis des toiles imprimées pour les deuxièmes étages. Et donc, le premier étage est patiné jusqu'à une certaine hauteur et après, ce n'est que des toiles et après, ça coupe. Et après, on a éclairé le plafond pour faire l'éclairage. Et donc, les effets visuels doivent, quand on voit plus haut un peu, quand on filme par en dessous et on voit plus haut, ben là, les effets visuels devaient faire du set extension, comme on dit, c'est-à-dire de rajouter le haut des buildings qu'on voyait pas. Donc, tout ça, t'imagines la quantité de meetings, de réflexions, de plans, et on a même fait des tests. On a fait des tests avec Arnaud Roth, qui est le set designer, et toute l'équipe, en fait, pour voir une façade. Ils ont fait une façade avec des toiles pour voir est-ce que ça marche même au premier étage, si on voit de loin, avec la fumée, avec aussi pour les morts dans la rue, avec des vraies personnes versus des mannequins habillés morts au sol, avec tous les tests qu'on a fait pour réussir à trouver. Donc ça a été le gros questionnement sur le film, comment on fait toutes les scènes qui sont dans la rue. Et donc finalement c'est ça qu'on a fait. On a construit trois rues complètes. Et donc, tout le film tourne autour de ces 3 rues qu'on a parfois remodifiées pour d'autres scènes un peu plus tard parce qu'on repasse à la même place. On veut penser qu'on est ailleurs. Tout ça en travail conjoint avec Bruno et les gens des effets pour voir qu'est-ce qu'on peut modifier après en post-prod, comme par exemple tout ce qui se passe dans la scène, le pont, tout ça est refait en post-prod. Ou quand ils vont à l'intérieur de l'institut là pour aller chercher la valise et quand il sort par exemple de voir un peu la structure de train, là, la structure du métro aérien là, qui est un truc que moi j'avais envie de mettre dans le film parce que quand je voyais, je trouve que c'est très typique de Paris et puis j'avais envie qu'on le voit. Donc ça c'est d'autres éléments qu'on a décidé d'ajouter en VFX par exemple. Donc par exemple on a construit une patte. Donc Arnaud a construit le début d'une patte comme en béton si on veut et tout ce qui est en métal au-dessus est rajouté après en VFX. Donc chaque plan, chaque scène a fait l'objet de beaucoup de réflexions sur qu'est-ce qu'on pouvait faire en vrai puis qu'est-ce qu'on pouvait faire en CGI. Alors justement, tu parlais de reconstitution. Il y a une séquence où Romain Duris et Olga Kurilenko regardent en direction de Montmartre et du Sacré-Cœur. Ouais. Sauf que ce coin de Paris n'est pas censé être ici. Ici, ouais. Ça a fait beaucoup réagir, mais dans le bon sens du terme. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc il s'agit d'une reconstitution 3D, bien sûr. Pourquoi ce choix étonnant de le placer dans cet angle-là? En fait, c'est parce que là où on a fait les points de vue sur le toit du building, on n'était pas le toit où on pouvait tourner et où on a fait tous ces tournages-là, c'était pas, on pouvait pas choisir un toit par rapport au point de vue sur Montmartre. Parce que ça aurait été trop compliqué. Il fallait trouver un building, parce que nous, on a reconstruit les intérieurs des appartements en studio. Et donc, le balcon et qu'on a refait en studio est basé sur l'extérieur d'un building qu'on a trouvé qui, visuellement, fonctionne avec les intérieurs qu'on voulait faire et avec le toit. Et bon. Donc, on a reconstruit cet appartement, tu vois, en pièces détachées, sérieusement. Même l'escalier est dans un autre building. Les appartements sont en studio. Le balcon est en studio et dans cette location. Le toit qu'on a redescendu. Il y a tellement d'éléments. Et donc, quand on a fait les scènes sur les toits, les points de vue ont dû être trafiqués pour qu'ils aient une vue sur Montmartre et puis que ça fasse du sens. Donc, c'est les effets qui ont dû traficoter un peu tout ça pour que pour qu'ils aient un point de vue sur Montmartre de là où on a tourné. Mais il y a que vous qui pouvez remarquer que Montmartre n'est pas exactement... moi, je suis pas parisien, mais à chaque fois qu'il y a un film
étrangers qui demandent des VFX. Par exemple, sur Mission Impossible, par exemple, ils ont été jusqu'à refaire le parcours en moto de Tom Cruise et ils se sont aperçus que finalement, il y avait beaucoup de montages qui passaient pas dans les rues qu'il fallait, etc. Donc ça, c'est un truc pas typiquement parisien. Quand un étranger tourne dans Paris, on lui fait remarquer que ça, c'est pas censé être ici, etc. Je comprends. Mais par contre, à ma défense, ceux qui ont replacé Montmartre et qui ont fait ce compositing, c'est des Parisiens. C'est pas moi. Voilà. donc c'est pardonné. Ils savaient ce qu'ils faisaient, j'espère. Une petite dernière question concernant Versailles, puisque tu as travaillé sur la saison 1. Alors moi, j'ai adoré cette série, hein, je suis absolument fan. Comment tu as... Alors, je sais pas si c'est ta première expérience à Paris ou en France, mais toi, comment tu l'as vécu, cette expérience télévisuelle sur une série aussi d'ampleur, parce que c'est quand même une série qui demande énormément de moyens, qui a dû demander énormément de moyens, j'imagine. Ouais. Comment tu as vécu cette expérience, toi? Ouais, c'était 3 millions d'euros l'épisode, le budget de Versailles. Moi, j'ai adoré mon expérience sur Versailles. J'aimais beaucoup mes épisodes. J'avais l'épisode 8, 9 et 10, moi. Donc, j'arrivais tard, j'arrivais à la fin. Moi, ils avaient déjà... c'était les 3 derniers épisodes de la saison 1. Donc, moi, j'ai été approché parce que c'était une coproduction avec le Canada. Donc, il fallait... j'étais imposé par la coproduction. Donc, ça prenait un réalisateur canadien. Et moi, Thomas Vincent, qui est un réalisateur français peut-être que vous connaissez, avait vu mes films. On s'était rencontrés à Montréal et lui, il a parlé de moi et ils ont regardé Funky Town et c'est comme ça que je me suis fait proposer. Et moi, quand j'ai vu l'ampleur, en fait, moi, j'avais envie d'essayer de faire une série et d'arriver comme réalisateur invité sur une série qui avait été démarrée par quelqu'un d'autre. C'est quelque chose que j'avais envie d'essayer. Beaucoup de gens me disaient que c'est un peu frustrant parce que dans le fond, c'est pas toi qui inventes. Tu vois, la majorité des trucs ont été faits déjà. Mais moi, en fait, j'ai trouvé ça assez agréable. J'ai trouvé ça même plutôt libérateur parce que normalement, je dois tout inventer. Le casting se part de zéro. Il faut créer les concepts, les costumes. Il faut trouver tous les décors. Et là, moi, je suis arrivé là, ils avaient déjà 3 blocs de tournée. J'ai vu un peu le tournage du 3e bloc. Je suis allé voir un peu comment ça se produisait. Les décors étaient construits, tout était là à 95%. Bon, quand je suis arrivé, il a fallu que je trouve un peu ce qui se passait en Angleterre dans mes épisodes. Donc, j'ai eu un peu de location scout à faire un peu quand même. Et j'ai casté William d'Orange, là. Donc, William of Orange, c'est moi qui l'ai casté. J'ai casté 3 ou 4 personnages, mais sur 50, ils avaient déjà fait tout le travail. Et donc... Donc, moi, je suis arrivé et j'ai trouvé que ça me permettait de me concentrer beaucoup plus sur la simple mise en scène de ce qu'on avait à faire. Et donc, je suis arrivé un peu dans les jouets de quelqu'un d'autre. Mais c'est agréable de jouer avec le jouet de quelqu'un d'autre. Tu vois, t'arrives et tout est déjà là, le décor. Donc, et les personnages et les acteurs connaissent déjà leurs personnages et les costumes. Donc, moi, tout ce que j'ai à penser, c'est comment raconter le mieux possible mon épisode d'un point de vue visuel et de mise en scène. Et j'ai pas à tout inventer le reste. Et donc, ma préparation a été très agréable. Je pouvais storyboarder mes scènes, réfléchir à comment je voulais les amener. J'avais accès au décor souvent, même en studio, pour réfléchir à comment j'allais gérer les déplacements et comment j'allais placer tout le monde dans le décor. Quand normalement, ces décors-là n'existent même pas, tout est une spéculation. Donc, tout ça a fait en sorte que c'est une expérience relaxante pour moi. Et aussi les moyens, mine de rien, on avait beaucoup d'équipements, on avait 2 caméras en tout temps, un Steadicam, une grue 100% du temps sur le tournage. Je pouvais louer un technocrane, on avait des figurants. Donc moi j'ai trouvé ça très agréable. Aller dans les vieux châteaux, j'ai trouvé ça très agréable. Donc c'était une très bonne expérience pour moi. Mais est-ce que c'est pas difficile de passer après d'autres réalisateurs et d'apporter sa patte sur une série qui a déjà débuté? Oui, mais ils viennent pas, en fait, la production vient pas te dire il faut absolument que tu travailles exactement de la même façon que l'autre metteur en scène avant. Et ce que j'ai découvert en le faisant, c'est que peu importe comment tu tournes une scène, il y a
par exemple, au niveau visuel, il y avait un élément auquel j'étais obligé. C'était un objectif, un 12 mm ultra wide angle, comme un fisheye un peu, qui était très utilisé dans la série depuis le début de la saison. Donc, cet objectif-là que moi, normalement, je n'utiliserais jamais, il a fallu l'utiliser un peu pour garder un petit peu une constance visuelle. Bon, mais c'est tout. La direction photo reste faite par Pierre-Yves Bastard, qui est donc la lumière reste pareille, les costumes sont pareils, les acteurs sont pareils, les décors sont pareils. Donc, même si moi, je fais une mise en scène un peu différente, même dans mes épisodes, juste pour te dire, OK? L'épisode 8 et 9, je les ai fait mise en scène un peu classique. Et l'épisode 10, je l'ai fait au complet, caméra à l'épaule. 100%. D'accord. Personne s'en rend compte. Et donc, de garder un certain style visuel, il y a suffisamment d'éléments esthétiques qui sont là pour que la continuité existe. Moi, j'ai eu aucune restriction sur ma façon de mettre en image les scènes. Je les ai fait de façon instinctive, comme moi je les aurais fait. C'est sûr que j'ai regardé d'autres épisodes avant pour quand même voir un peu comment ils racontaient leur histoire visuellement pour m'en approcher un peu. Mais j'ai pas vu ça comme un cadre restrictif. D'accord. Ça n'a pas fait cet effet-là sur moi. Peut-être que sur d'autres réalisateurs, ça peut être castrant un peu, ou ça peut être un peu de se sentir mal pris ou de se sentir brimé un peu dans ses libertés. Moi, j'ai pas senti ça du tout. Parce que, at the end of the day, comme on dit, je trouve que on est concentré sur le jeu des acteurs, la justesse du jeu, le storytelling, les regards, qu'est-ce qu'on raconte, et de créer une tension, de tout ça. Ça reste pareil. C'est le même travail. Même si on me dit, il faut que tu utilises un peu le wide angle. OK, je vais trouver comment l'utiliser pour que ça me plaise, et puis c'est tout. Et j'ai pas senti ça d'un point de vue négatif du tout, du tout. En fait, au contraire, ça m'a donné le goût d'en faire d'autres. Ah! Ouais. Puis en plus, c'est une période où tu arrives sur un projet et tout à coup, au lieu de passer 2 ans de ta vie, tu arrives, tu fais 2 mois de pré-prod, tu fais 2 mois de tournage. Tu vois, en 4 mois, tu as un peu comme... T'as fait ce que tu avais à faire, et puis c'est une période moins exigeante que de démarrer un long métrage au complet, et puis voilà. Et pour faire 3 épisodes, il faut combien de temps? T'étais resté combien de temps? Donc les tournages, c'était 12 jours de tournage par épisode, donc j'ai fait 36 jours de tournage. Donc moi, j'étais arrivé, comme je dis pas, fin octobre. Je crois que j'ai fait comme genre 3 mois avant, et puis comme à peu près 2 mois de tournage. J'ai fait 6 mois. D'accord. J'ai fait 6 mois. Et incluant comme 2-3 semaines de montage, qui était pas très long, je trouvais. C'est le seul truc que j'ai pas tellement apprécié, en fait. Que j'ai trouvé qu'en télé, moi, j'avais 5 jours de montage par épisode d'1 heure, je trouvais que c'était pas assez. Moi, je suis habitué de passer 3 mois pour monter 1 heure et demie. Et donc, 1 semaine, j'ai trouvé ça un peu court par épisode. Je me doute. Alors, si vous avez des questions pour Daniel, n'hésitez pas. Il y en a déjà une de Timothée Lecomte, donc celui qui a dressé le chien de Dans la brume. Ouais. Daniel, est-ce que la scène du chien était présente à la lecture du scénario? Et si oui ou non, quelles ont été tes références pour la concevoir? Wow. Oui, la scène était dans le premier draft du scénario. Et non seulement elle était dans le premier draft du scénario, mais quand je l'ai lu au début, c'est la scène qui m'a le plus captivé. Et j'ai tout de suite vu l'opportunité de faire une poursuite intéressante, et j'ai tout de suite eu l'idée de faire un plan séquence avec la poursuite du chien à ma première lecture. Et ce qui est arrivé, Guillaume, non. Guillaume Colbach vient d'arriver. Dis pas de conneries, je t'écoute. OK. Et n'est-ce pas, Guillaume? J'ai même dit dans un meeting à un moment donné, et je crois que tu étais là, j'ai accepté de faire ce film pour faire cette scène. Dans le sens où c'est devenu une scène un peu problématique en cours de route, parce que quand on s'est mis à la décortiquer pour arriver à la faire de la façon que je voulais la faire, on s'est rendu compte qu'elle coûtait beaucoup d'argent, cette scène. Parce que le chien... je confirme. Oui, tu confirmes. Le chien, est-ce qu'on faisait un chien en CGI, un vrai chien? Est-ce que...
il y avait la chute dans l'eau, comment on allait gérer la chute dans l'eau, et ça prend une piscine, ça prend du tournage sous-marin, ça prend... Donc, toute cette scène décortiquée, moi, j'avais fait un storyboard. Et pour répondre à ta question, Timothée, moi, dès le début, la scène était là, et dès le début, j'ai fait un storyboard. C'est le premier storyboard que j'ai fait de tout le film. Je l'ai fait au Québec avec un storyboardiste avec qui je travaille beaucoup, et je suis arrivé à Paris, mon storyboard était déjà fait quand je suis arrivé pour ma préparation. On l'avait mis sur le mur. Et Bruno, notre première rencontre, quand il est venu dans mon bureau, c'est le premier truc qu'il a vu. Bruno qui s'occupe des effets visuels. Il a vu mon storyboard et c'est la première scène et qui a fait l'objet d'une discussion comment on pourrait arriver à faire ça. Donc pour moi, c'était une scène très importante. Pourquoi? Parce que je trouvais que dans tout le scénario, c'était peut-être la scène la plus excitante d'un point de vue action et d'un point de vue originalité. De dire, si on arrive à faire cette scène en plan séquence avec un chien qui poursuit des gens dans la brume, c'est un truc qu'on n'a jamais vu. Et c'est un défi qui va être remarqué et si on le fait bien, ça peut être vraiment très, très satisfaisant comme spectateur de vivre ça, l'intensité de tout ça. Donc, on a passé beaucoup de temps sur cette scène. Voilà. Est-ce que tu as une musique disco préférée? Ben, vous pouvez voir, moi, dans Funky Town, j'ai fait le soundtrack. Les 13 chansons disco qui sont dans le film, c'est mon soundtrack. C'est moi qui les ai choisis au complet. Donc, vous pouvez trouver le playlist, le soundtrack de Funky Town. C'est mes chansons disco préférées. Ils sont tous dedans. Donc, voilà. Et qu'est-ce qui te plaît dans cette période du disco? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te plaît d'ailleurs dans cette partie? Moi, j'aimais pas particulièrement le disco. J'aimais pas les films qui se passent dans une discothèque. Je trouvais qu'il y a juste Saturday Night Fever qui avait bien livré dans l'histoire du cinéma. Tous les autres films là-dessus, ça se plante en général. Donc pour moi, c'est et comme des disc jockeys, de la radio, c'est un truc qui m'intéressait absolument pas du tout. Donc sérieusement, c'est plutôt l'inverse. C'est un truc que j'aurais jamais pensé faire. Un truc de danse avec du disco dans une discothèque, avec tout ça, c'est des trucs pour moi qui sont pas d'un point de vue cinéma vraiment intéressant. Donc c'est assez surprenant que finalement mon deuxième film est devenu un film sur l'époque disco. Sauf que en cours de route, tu vois, je sais pas, il y a des films comme par exemple Carlito's Way de Brian De Palma. À un moment donné, il y a des bouts qui se passent dans une discothèque. Lui, il achète une discothèque. C'est comme ça qu'il veut sortir du milieu criminel. Et il y a des trucs là-dedans qui m'avaient plu. Et puis, je me suis un peu inspiré de ça. Et je me suis inspiré de Scorsese, comment il l'a traité dans Casino, par exemple. Cette même époque. Et puis, et Saturday Night Fever aussi, que je trouve qui est un succès. Donc, il y a quand même des films de cinéastes importants et des trucs qui ont marqué l'histoire, qui a traité de cette époque-là. Et donc, quand j'ai trouvé les dramatiques dans le scénario de Steve Galluccio et qu'on pouvait raconter quelque chose, ben là je me suis plongé dans le monde et j'ai ressorti les soundtracks des chansons qui m'avaient touché quand j'étais jeune et puis je me suis mis à me plaire là-dedans. Mais sérieusement, j'aurais jamais embarqué là-dedans si on m'avait juste dit t'as envie de faire un film sur disco, je t'aurais dit non. Et est-ce que la partie où celui qui gère je sais plus comment c'est le nom de l'entreprise, mais il est accusé d'avoir plagié plus de 80 titres. Ça, c'est quelque chose qui est vrai, ça? Ah oui. Ça, c'était le fléau de l'époque et surtout au Québec. Je sais pas en France comment ça s'est passé à cette époque-là, mais ici, les gens prenaient les chansons des Beatles, les traduisaient en français, le disaient pas aux Beatles, et ils sortaient ces disques sur le marché québécois. Ils faisaient des millions en vendant des disques sans payer de droits d'auteur à personne. Donc, c'est une époque quand même où personne ailleurs dans le monde pouvait vraiment le savoir parce on n'a pas les niveaux de communication qu'on a aujourd'hui. Je veux dire, qui aurait su qu'on avait un petit micro-marché caché un peu? Qui pouvait exploiter comme ça les droits d'auteur sans que personne ne sache. Donc, il y avait ça et il y avait aussi l'histoire qu'on a racontée, c'est basé sur une histoire vraie. Là. Je veux dire, il prenait une chanteuse, il la faisait venir dans un studio, il la payait $200 pour chanter une chanson, c'est tout. Et puis après ça, bye-bye, ils prenaient le disque, ils en vendaient 4 millions de copies et puis ils avaient aucun droit de royauté à donner à la chanteuse.
Donc, on le voit avec le personnage d'Adriana. La personnage d'Adriana qui vole un peu, oui, la chanson de l'autre. Exactement. Donc, d'ailleurs, le producteur de disques qui avait fait beaucoup de fraude à ce niveau-là à l'époque, il s'est suicidé. Le vrai, quand il s'est fait prendre, il s'est suicidé. Donc, tu vois, le film est pas si dark que ça. Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire, c'est vrai. Ouais, ça aurait pu être pire. Si on se colle à la réalité, hein, la réalité, c'est... Ouais. Ouais. Bon. Eh ben, écoute, merci, Daniel, pour cette petite masterclass en visioconférence. C'était super intéressant. J'ai appris plein de choses. J'espère que les gens aussi ont appris plein de choses et que ça leur a donné envie de regarder Funky Town ou Louis Cyr si jamais ils ne les ont pas vus. Moi, je ne peux que les conseiller. Je ne peux que conseiller Dans la brume, qui est plus accessible chez nous ici parce qu'il est sorti en DVD. On conseille à un distributeur de distribuer Funky Town et Louis Cyr en France. Là. Ça serait une bonne chose. Ben, écoute, si j'ai l'occasion d'en parler avec un contact, pourquoi pas. Je connais une personne dans le milieu de la distribution, mais je peux lui en dire un mot. Hein. Pourquoi pas. En tout cas, voilà, merci mille fois, merci à tous. Ben, merci à toi. Et puis, ben, à très bientôt pour parler peut-être de tes prochains films. Avec plaisir. Merci. Allez, de rien, bonne fin de journée. Bye bye les copains. Salut.